C'est le moment de la pause café, mais aussi du point sur l'actu 100% Vendée de ce début de semaine. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de la matinale de TV Vendée, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, oui, c'est vrai qu'on va faire un petit point. Tiens, on est lundi. Figurez-vous que lundi prochain, à la même heure, on ne se retrouvera pas ici. Non, puisqu'à partir de samedi, on sera tous les jours sur le village du Vendée Globe, et ce pendant 3 semaines, mais en tout cas pendant toutes les vacances scolaires. Eh bien, la matinale va se suspendre l'espace de 2 semaines, et puis vous retrouverez Simon début novembre. Bref, c'est un peu compliqué tout ça, c'est de la tambouille interne. On reviendra sur le sujet prochainement pour vous expliquer. Mais n'oubliez pas quand même qu'à partir de samedi, tous les après-midi, vous pourrez venir nous rencontrer sur le site du village du Vendée Globe, sur le plateau télé, et participer avec nous à cette émission quotidienne que nous allons enregistrer directement du village du Vendée Globe. En attendant ceci, eh bien nous revenons sur l'actu de ce lundi, et notamment sur les suites de cet épisode sanitaire qui avait très durement frappé la Vendée en 2021, en 2022 aussi. La deuxième vague de vaccination contre l'influenza aviaire a commencé il y a 2 semaines maintenant dans les élevages de volailles du département. Une campagne qui se passe bien sur le plan sanitaire, mais qui a de grosses conséquences économiques, notamment dans la filière canard. Nous faisons le point aussi ce matin, 6 mois après son lancement, sur la collecte des téléphones usagés lancée dans les différentes mairies de Vendée. Une initiative relayée par l'association des maires et présidents de communautés de communes de Vendée. 8000 portables à peu près ont été récupérés par ce biais. C'est l'équivalent de 120 cartons pleins. Et puis cette vague rose, cette vague Joséphine, qui a de nouveau déferlé dans les rues de La Roche-sur-Yon ce dimanche matin. Un point d'orgue d'une semaine de mobilisation un petit peu partout en Vendée pour la lutte contre le cancer du sein. 22 440 Vendéennes ont participé au mouvement cette année, dont 13 000 ici, rien qu'à La Roche-sur-Yon hier. C'est une mobilisation qui permet de récolter plus de 186 000 € au profit de la Ligue contre le cancer. Un petit point météo, tiens. Alors, la journée, elle a commencé la tête dans le brouillard pour ce lundi. Eh bien, ça devrait s'estomper. Et nous allons justement regarder du côté de Port-Joinville. Comment ça se passe? Parce que normalement, Port-Joinville, c'est ce que nous annoncions ce matin à 7h dans le début de matinale. C'était l'endroit où il ne devrait pas y avoir trop de brouillard. Alors, comment ça se passe, Antoine, du côté de Port-Joinville? Est-ce qu'on peut avoir la carte à l'antenne? Oui, ça y est, on a la carte à l'antenne. Donc, Port-Joinville qui se réveille. A priori, ça va. Le ciel est nuageux, ça c'était prévu, mais pas trop de brouillard, contrairement au reste du département. 13-14 degrés, voire 15, tiens, à Port-Joinville pour ce matin. Le reste de la journée, ça se passe comment? Eh bien, la journée le ciel va se dégager, on devrait avoir de belles apparitions du soleil, notamment dans les terres, peut-être un petit peu plus couvert sur le littoral, mais rien n'en est moins sûr. Du côté des marées, alors, le plus bas de la quinzaine, c'était en fin de semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Donc là, les coefficients commencent doucement à repartir. 59,68 pour cet après-midi. La prochaine pleine mer, elle est en plein milieu d'après-midi à 15h13. On va quitter Port-Joinville et les prévis météo pour nous tourner vers la carte des marchés de ce jour. On va retrouver La Roche-sur-Yon notamment. Alors, ce n'est pas tous les lundis, mais aujourd'hui, normalement, c'est jour de foire mensuelle à La Roche. Ça se passe dans le quartier autour du théâtre, comme tous les 2e lundis du mois. Vous pouvez en revanche, comme tous les lundis, là, aller à Benay jusqu'à 13h, à côté de la grande surface qui est dans le plein centre-bourg, place, c'est la place centrale, place du marché. Jars-sur-Mer également jusqu'à 13h, et là, c'est place des Ormeaux. Du côté de l'éphéméride, c'est la Saint-Calixte aujourd'hui. Vous pouvez souhaiter une bonne fête aux Célestes. À la Saint-Calixte, il n'y a plus de fleurs à calice. C'est la journée nationale de la qualité de l'air aujourd'hui, à l'occasion pour moi de vous annoncer que nous respirons chaque jour 20 kg d'air, alors autant qu'il soit propre. A priori, les voyants sont au vert aujourd'hui pour la Vendée. Puis c'est l'ouverture ce lundi du 15e festival du film de La Roche-sur-Yon avec Cécile de France qui est en invitée d'honneur et qui va passer une partie de la semaine à La Roche-sur-Yon. On passe au journal. Et nous commençons donc avec la deuxième vague de vaccination contre l'influenza aviaire qui a commencé le 1er octobre dernier en Vendée. 400 élevages du département sont concernés. Alors si l'opération se passe plutôt bien sur le plan sanitaire, elle a des conséquences économiques importantes, surtout dans la filière canard à rôtir. L'État prend en charge 70% des coûts de cette campagne. La filière doit financer le reste, mais elle fait face à une baisse significative de la demande. Louise Viadger.
Les canetons sont bien présents dans l'élevage de Pierre-Jean à Chavagne-en-Paillé. Pourtant, la filière du canard à rôtir est en crise avec l'épidémie de grippe aviaire. Les éleveurs font face à une situation de surproduction inédite à cause du vide sanitaire. Quand je me suis installé, on était basé sur des prévisionnels pour qu'en fait, on tourne un minimum et puis qu'on puisse en fait, rentabiliser notre bâtiment. Parce que moi, j'ai quand même un gros investissement là, sur le dos. Et en fait, suite à cette crise qu'on a, on a des vides allongés. Les bâtiments des éleveurs ne tournaient pas lors des périodes à risque d'octobre à avril. La production a alors dégringolé, ce qui les a fait disparaître des étals. Mais aujourd'hui, la surproduction, c'est 6000 tonnes de stock de filets qui s'est accumulé, du jamais vu. Alors forcément, Pierre-Jean est inquiet pour l'avenir. Il n'y a pas trop de visibilité tout pendant que l'inflation elle est là. Tel qu'il soit, l'aliment coûte plus cher, le gaz a coûté plus cher. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a un canard qui coûte plus cher que certains autres pays au sein de l'Union européenne. Après une telle période d'absence, le secteur a perdu des clients, notamment dans la restauration qui représente 20% de leurs ventes. Le défi est donc énorme pour reconquérir les marchés. C'est une démarche au niveau interprofessionnel avec, entre autres, la grande distribution pour faire une mise en avant de notre produit. La filière canard à rôtir est une viande rouge et elle fait partie du patrimoine gastronomique français et on est dans ces discussions pour sauver cette filière. Outre la production, l'accouvage et l'abattage subissent également les conséquences de cette crise, d'autant que la filière est très présente en Vendée. On représente 44-45% de la production au niveau des pays de la Loire. La Vendée représente 27% de la production nationale du canard à rôtir. Donc on est vraiment très 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 impacté parce que c'est l'historique de notre production. Le comité interprofessionnel du canard à rôtir espère un rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture dans les prochains jours. Et pour protéger l'ensemble des volailles de la grippe aviaire, la préfecture de Vendée a remis en place des mesures de confinement le temps des migrations. Depuis mi-septembre, une centaine de communes du littoral et rétro-littoral vendéen sont concernées. Les élevages de plus de 50 volailles doivent rester dans les bâtiments. Les autres, plus petits, doivent être protégés par un filet. 71 personnes, dont 19 enfants, ont été évacuées samedi vers 4h30 du matin à Saint-Hilaire-de-Riez. Une évacuation en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans un parking souterrain commun à 3 immeubles. 59 pompiers ont été mobilisés pour l'éteindre. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les raisons exactes de cet incident. L'Association des maires et présidents de communautés de Vendée a décidé de faire la chasse aux vieux portables. Ces téléphones qui traînent dans nos tiroirs et dont on ne se sert plus, eh bien, ils peuvent être recyclés. Depuis mai dernier, les mairies qui le souhaitent peuvent mettre un bac de récupération à disposition dans leurs locaux. Une opération en partenariat avec Orange qui a pour le moment permis de récolter 8000 appareils vendéens usagés. Mathis Pires. Plus de 46 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs. Alors, votre association des maires de Vendée s'allie à Orange pour faire une récolte de téléphones mobiles usagés, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. On cherche dans son fond de tiroir le vieux téléphone qui ne sert plus depuis déjà quelques temps pour pouvoir les collecter au sein des accueils de nos mairies. Et ça a deux bénéfices, c'est aussi d'un point de vue environnemental, mais aussi de protection des données. Oui, chaque commune, avec son intercommunalité, a travaillé son plan climat et le recyclage fait partie des actions. Donc on recherche au travers de ces téléphones, les quelques téléphones qui peuvent encore être reconditionnés, retrouver une seconde vie, mais aussi pouvoir récupérer l'ensemble des matériaux qui servent à la composition d'un téléphone. Alors là, par exemple, comment on pourrait justement déposer notre téléphone? Comment ça se passe? Alors, vous avez dans chacune des mairies une boîte qui est identifiée où les gens peuvent venir déposer leur vieux mobile et il sera travaillé en toute sécurité par Orange qui a mis en place une économie circulaire. Une entreprise des Deux-Sèvres viendra expertiser le téléphone pour, dans un premier temps, savoir s'il peut être reconditionné ou pas. Et si il ne peut pas être reconditionné, il sera démantelé et les matériaux seront revalorisés et pourront servir à reconstruire un autre téléphone. Et donc, cette collecte de téléphones démarre et se terminera, elle, le 31 janvier 2025. Donc ne tardez pas, et si vous recevez un nouveau téléphone, que ce soit pendant les Black Friday ou pendant Noël, vous savez où mettre votre ancien téléphone.
C'est la toute dernière ligne droite avant l'ouverture du village du Vendée Globe. Inauguration samedi pour 3 semaines de fête au Sables d'Olonne avant le lancement de la 10e édition de la course. Ce sera le 10 novembre prochain à 13h02 précisément. D'ici là, les skippers engagés sont en train de boucler leurs sacs et font les dernières sorties en mer pour les ultimes tests ou réglages. Exemple avec Sébastien Simon et son sponsor majoritaire, Groupe Dubreuil, croisé en fin de semaine sur les pontons. L'occasion pour Grégoire de Châtillon de savoir quel était l'état d'esprit du moment. Le bateau, je pense qu'il est presque prêt, le skipper aussi. J'ai vécu de sacrées péripéties dernièrement, mais pour autant ma détermination reste bien présente, même peut-être renforcée. Voilà, évidemment, j'ai envie de réaliser ce rêve de Vendée Globe, j'ai envie de franchir la ligne d'arrivée, j'ai envie d'aller au bout de cette aventure. Je pense qu'on a mis tout en œuvre pour y arriver. Voilà, maintenant ça va être un long chemin et surtout j'ai envie de savourer les instants qui me séparent du départ du Vendée parce que c'est aussi de belles émotions et j'ai pas envie de passer au travers. Et si vous prévoyez de vous déplacer donc sur le village du Vendée Globe, eh bien vous pourriez apercevoir aussi dans le port un drakkar à proximité des IMOCA. C'est le résultat d'un chantier titanesque lancé par des passionnés début 2022. Une 50aine de personnes qui se relaient autour de la reconstitution d'un navire viking de 20 mètres de long sur 15 mètres de haut. Grégoire de Châtillon. C'est l'un des éléments les plus reconnaissables des bateaux vikings, une tête de dragon comme protection contre les éléments et les ennemis. Une tête qui viendra comme il se doit orner la proue du bateau. Ce chantier est audacieux, incroyable. Construire et faire naviguer une réplique d'un bateau viking. Je suis venu visiter en tant que touriste le drakkar et j'ai été séduit par cette conception et surtout cette générosité qu'il y avait de tous les bénévoles qui sont là parce que ça reste quand même une jolie expérience humaine. Alors je suis assez admiratif d'eux et fier d'eux parce que c'est des gens qui sont extrêmement volontaires, compétents et fidèles au projet et qui en plus travaillent bien. Un véritable engouement partagé avec celui qui a eu cette idée un peu folle, Philippe Renaudet, un passionné du monde viking. Ce drakkar de 23 mètres de longueur pour 18 tonnes qui a demandé 3 années de construction est une réplique d'un bateau viking de l'année 890. On a repris les plans d'époque, on a fait des renforts supplémentaires, des plans qui émanent des recherches archéologiques des archéologues norvégiens qui l'ont étudié quand il a été découvert en 1893. Si tout va bien, le bateau sera mis à l'eau le vendredi 18 octobre, la veille de l'ouverture du village du Vendée Globe. Tel un musée flottant situé à proximité du ponton des IMOCA, le public pourra alors le visiter avant qu'il ne prenne la mer, le jour du départ du Vendée Globe. Et puisque nous parlons du village du Vendée Globe, un petit rappel, s'il reste gratuit, une billetterie obligatoire a été mise en place, comme lors de la dernière édition, pour répartir les visites sur l'ensemble des journées et sur les 3 semaines. Cette réservation se fait soit directement sur le site du Vendée Globe, soit auprès de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne. Enfin, terminons avec cette vague rose qui a déferlé sur La Roche-sur-Yon hier dimanche, point d'orgue de l'engagement des communes vendéennes pour la lutte contre le cancer du sein. 13 000 femmes sur la ligne de départ pour cette 10e édition de la Joséphine à La Roche. 5 km de course ou de marche, mais aussi tout un village pour parler prévention et informer sur la maladie. Quand on compte les Joséphines de Vendée, quand on compte les 2600 Joséphines dans la ville jumelée de Drummondville au Québec et aussi de Tambacounda, première édition. Et je crois qu'on doit frôler les 24 000 ou 25 000 Joséphines, je n'ai pas encore le compteur exact, mais c'est juste un rendez-vous incontournable maintenant et puis c'est chouette parce qu'on fait grandir cet événement d'année en année. Et au final, cette 10e édition de la Joséphine a permis de récolter 186 317 €, une somme qui a été remise à la Ligue contre le cancer Vendée. Quelques mots de météo pour terminer ce flash avec une Vendée qui s'est réveillée la tête dans le brouillard en ce début de semaine. Un peu partout sur le département, des brouillards qui doivent s'estomper au fil des heures et au fil de la matinée. Cet après-midi, attendez-vous à des éclaircies
surtout si vous êtes dans la partie est de la Vendée, température 13-14 degrés. Voilà pour cette première partie de matinale. On va maintenant se tourner vers nos magazines et on va commencer par le récap des résultats sportifs du week-end avec Alexandre Lenaour. Et de quoi allons-nous parler ? Enfin, de quoi Alexandre va-t-il nous parler avec ses pigistes sport du week-end ? Eh bien, du basket, avec un derby en National 1 masculine entre les Sables d'Olonne et Challans. On va parler Coupe de France aussi, c'est du football évidemment. Mais on commence avec du cyclisme et le chrono des nations. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 14 octobre 2024. Au programme, des favoris qui tiennent leur rang sur le chrono des nations, suprématie vendéenne en jeu en National 1, derby à suivre sur les pelouses de la Coupe de France, et puis en rink, les jeunes au fond de boulot, en rugby, sourire retrouvé pour les Lyonnais. Et on démarre avec ce qui était le dernier grand rendez-vous de la saison sur route. Hier, dimanche, place à la 42e édition du Chrono des Nations aux Herbiers. Rampe de lancement depuis l'hôtel de ville pour une arrivée à la gare Herbrettaise. Et mieux valait être dans les temps dimanche après-midi. Chez les élites hommes, c'est le Suisse Stefan Kung qui s'impose. Après 2021 et 2022, le coureur de la Groupama FDJ triomphe pour la 3e fois de sa carrière en Vendée, avec 4 petites secondes d'avance sur son dauphin, l'Australien Javine. Mais l'Australie n'aura pas tout perdu, loin s'en faut, puisque chez les femmes, l'épreuve de contre-la-montre sourit à la grandissime favorite Grace Brown. L'Australienne de 32 ans, championne olympique et championne du monde, boucle ainsi sa carrière avec ce succès sur le Chrono des Nations 2024. En basket, vendredi soir marquait l'un des moments forts de la saison 2 N1, derby entre les Sables d'Olonne et Challans, un derby exceptionnellement délocalisé aux Oudéry à La Roche-sur-Yon. Et ce sont les Chalandais qui s'offrent l'acte 1 du derby vendéen, victoire 74-64. Porté par leur arrière Randall Haynes, auteur de 25 points vendredi soir, le VCB se sera aussi montré bien plus adroit que les Sablés au lancer franc. Grâce à cette 2e victoire consécutive en championnat, les hommes de Sébastien Lambert remontent sur le podium à la 3e place. Ce qui est plaisant ce soir, c'est que c'est une équipe qui a gagné et le travail qu'on fait depuis le début de l'année, notamment sur nos matchs à l'extérieur, on l'a produit au bon moment. Les garçons sont vraiment félicités parce qu'on a vraiment été très très solides défensivement. On a toujours gardé un matelas. Il n'y a pas de hasard, on est quand même devant de la première à la dernière seconde. Autre derby avec de nouveau des Sablés au premier rôle, mais cette fois sur les terrains de football pour le 5e tour de la Coupe de France. Les Sables Vendée Football recevaient La Roche VF samedi soir au stade de la rue de Lierre. 2 divisions d'écart et ce sont pourtant les Sablés qui évoluent en R1 qui ouvrent la marque sur cette superbe réalisation signée Mafalsar. Les pensionnaires de National 2 réagissent, Olivier Boissy va de son doublé et les Lyonnais mènent désormais les débats 2-1 à la pause. En deuxième, le groupe de Frédéric Reculot fait même le break grâce à Axel Dabin, 3-1 au tableau d'affichage. Sans complexe, les Sablés poussent pour réagir, réduisent l'écart mais ne parviendront pas à rattraper leurs voisins lyonnais. La Roche VF s'en sort 3-2 et poursuit son aventure en Coupe de France. On a affronté une belle équipe, une vraie belle équipe des Sables d'Olonne avec des vrais joueurs et ils nous ont posé des problèmes et on passe par la petite porte parce que sans faire un grand match, on passe. Je me satisfais de ce résultat et de ce match-là ce soir. Un an que le complexe de la Montparrière attendait de retrouver la N1 élite de rink hockey. Pour sa première à domicile cette saison, le Poiret Roller accueillait Mérignac samedi soir. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Vendéens en maillot orange reprennent les devants grâce à Stanislas Van Kamelbeck, 2-1 à la pause pour les Genoux. En début de deuxième, ce sont les Girondins qui reviennent au score, une égalité de courte durée puisque le collectif du Poiret Survie reprend les rênes de la rencontre. Les hommes de Duarte et Delgado font la différence. Résultat, le Poiret Survie s'impose 5-2 et signe une 2e victoire en 2 matchs pour son retour dans l'élite. Et puis enfin, hier après-midi, eux étaient à la recherche de leur premier succès en Fédéral 2. Au stade Henri Desgranges, le FC Lyonnais accueillait le Maison Lafitte Saint-Germain-Poissy Rugby. Les Franciliens en retard, le coup d'envoi est décalé de plus d'1 heure. Les Rouges et Blancs font le job en première période, 4 essais pour les Vendéens qui maîtrisent le jeu. À la pause, le FCY mène 24-3. Le deuxième acte est plus délicat pour les hommes de Jérémy Luçon, 3 essais encaissés, 1 seul d'inscrit. Parfois assez indiscipliné en fin de rencontre, le FC Lyonnais s'appuie sur les points marqués en début de rencontre. Ça passe, victoire 31-20, le FCY décroche sa première victoire de la saison. Et pour le reste des actus sportives, rendez-vous dans 85 chronos ce soir, juste après le journal de 18h. On va reparler Vendée Globe maintenant. Et
là, c'est le grand moment de démonstration. C'est un jeu de mime. Aujourd'hui, Mathis Pires, notre journaliste TV Vendée, et le skipper Gilles Crucien du groupe Satov Amaury-Guérin reviennent sur les gestes emblématiques des skippers en course. Et donc, il y en a un qui est comme ceci ou comme ceci. Ça s'appelle tourner la manivelle. À quoi ça sert exactement ? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. On voit beaucoup de vidéos de skippers qui tournent ces manivelles. Dans leur jargon, ça s'appelle le moulin à café. Mais à quoi ça sert concrètement ? Voyons ça tout de suite. En fait, le principe, c'est que quand je vais venir tourner les manivelles, eh bien, ça va venir faire tourner le cabestan, le winch qui est ici. Et sur ce winch, on va ensuite pouvoir fixer les cordages sur lesquels on veut tirer. Donc là, par exemple, je vais fixer ce cordage qui permet de hisser une voile du bateau. Hop. Et quand je tourne, eh bien, le winch, le cabestan ici, va également tourner. Et l'idée, c'est qu'on va mettre notre cordage autour du cabestan. Il sera bloqué autour du cabestan, ce qui fait que quand on va tourner, ça va mettre de la tension dans le boot. Et on va pouvoir tirer des tensions très importantes, mettre des tensions très importantes dans les boots, juste avec la force humaine. Avec des voiles de plusieurs centaines de mètres carrés, les hisser et manœuvrer avec demandent des efforts très importants. Alors pour démultiplier leurs forces, les skippers utilisent ce fameux moulin à café. La plupart des manœuvres sont impossibles à faire à la main et on a absolument besoin de ces winches. Alors après, il y a plusieurs options. Si c'est une manœuvre avec peu d'efforts, on a juste une manivelle qu'on vient fixer sur le dessus du winch et qui permet de le faire tourner facilement. Maintenant, dès qu'il y a des manœuvres qui sont assez longues, où il y a beaucoup de longueur à reprendre, ou beaucoup d'efforts, on préfère utiliser le moulin à café. Sur tous les winches, il y a plusieurs vitesses en fait, qui correspondent soit à une vitesse très rapide, ce qu'on voit là, où le boot va être tiré très rapidement, soit une vitesse plus lente, mais où du coup on va avoir plus de démultiplication des efforts et donc la manœuvre sera plus facile. C'est un accessoire indispensable pendant la course. Au moindre changement de vent ou de vague, le skipper doit ajuster ses voiles. Pour ça, ils utilisent les winches, les boots et le moulin à café. Le moulin à café est aussi beaucoup utilisé dans les manœuvres pour changer les voiles de côté par exemple. Et donc ça peut faire des efforts assez intenses au moulin à café. Les skippers utilisent tous les jours ce type de moulin à café dans toutes leurs manœuvres, de quoi faire leur sport quotidien. Et c'est une chronique que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Sport chapitre Vendée Globe. Quelques images aussi sur un programme du jour qui dit lundi, dit les passionnés. Et oui, on retrouve Grégoire de Châtillon dans son émission hebdomadaire. Grégoire qui cette semaine part, vous le voyez, et bien sur un ponton du Vendée Globe avec le skipper, l'ancien skipper Jean-Luc Vandened qui revient notamment sur la manière dont il s'est lancé dans la voile, comment il y est arrivé. Il va notamment vous raconter ses vacances en bord de mer dans le nord de la France avec ses parents. C'est vraiment sympa, les passionnés. C'est juste après la matinale, au cours de cette matinée, mais aussi à midi ou encore à 22h si vous voulez voir le numéro dans son intégralité. On passe au jeu. Alors, avant de vous présenter la question de cette semaine, un petit coup d'œil dans le rétro, on parle de la semaine dernière. Alors, la question, elle était a priori un petit peu compliquée. C'est ce que me disait Antoine hors caméra. Nous parlions des médiévales à Tifo. Je vous demandais quel était le thème de cette année 2024. Eh bien, le thème précis des médiévales de Tifo cette année, c'était 1373, la reconquête de Du-Guesclin. Donc, le personnage historique que nous cherchions, évidemment, c'était Du-Guesclin. Voilà. Donc, la personne qui a été tirée au sort vendredi après-midi a normalement été déjà contactée et je vous donnerai son nom demain si personne n'a été contacté d'ici là. Eh bien oui, la question de cette semaine, on se tourne vers, je vais pas vous dire où parce que sinon je vais commencer à vous donner la réponse. On se tourne vers un jardin. Dans quel jardin Marion Blanchet a-t-elle tourné cet épisode de Bienvenue au jardin qui est sorti ce week-end sur TV Vendée ?
Quel est ce jardin? Si vous regardez ces images, est-ce que vous le reconnaissez? Indice du lundi, il date de 1994 mais s'inspire de la période médiévale. Notre partenaire de la semaine, c'est la Perle des Dieux et l'un d'entre vous va pouvoir repartir avec un coffret spécial édité pour la 10e édition du Vendée Globe. Donc un coffret spécial Vendée Globe par et de la Perle des Dieux pour l'un d'entre vous, tiré au sort vendredi après-midi. Votre réponse est sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h dans la bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.